Chunk 1. Chose où je n'y aurais pas renoncé. Cancer ou pas cancer. Mais pendant des décennies, des rumeurs ont circulé autour de la vie personnelle de John Wayne. Sa secrétaire connaissait la vérité. Elle a été témoin des liaisons, des mensonges et des dissimulations, mais elle essayait de rester silencieuse jusqu'en 1983. C'est à ce moment-là qu'elle a publié ses mémoires révélatrices. À l'intérieur, il y avait des confessions qui ont brisé l'image propre de Wayne. Des histoires sur ses commentaires racistes, son bilan de guerre, lâche et ses dernières années abusives. Le héros cow-boy de l'Amérique ne ressemblait rien à l'homme à l'écran. La vérité était bien plus troublante que quiconque ne l'imaginait. L'histoire de John Wayne a commencé loin d'Hollywood. Il est né Marion Robert Morrison le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa, pesant un poids étonnant de 13 livres à la naissance. Son père, Clyde Morrison, était un pharmacien qui avait joué au football universitaire. Mais la vie du jeune Marion n'était pas si facile. Son nom sonnait trop féminin et les enfants le taquinaient constamment, l'appelant une fille. L'intimidation a conduit à des bagarres régulières dans la cour d'école, le laissant déterminé à se construire une image plus dure. Lorsque son jeune frère Robert est décédé, Marianne a même changé son deuxième prénom Michael, comme s'il essayait de réécrire qui il était. Le garçon qui détestait son nom deviendrait plus tard le visage même de la masculinité robuste à l'écran. Une grande partie de sa nouvelle identité venait d'un chien. Lorsque la famille a déménagé à Glendale, Californie, 1916, Marion est devenue inséparable de son énorme terrier Airedale. Ils marchaient partout ensemble, y compris devant la caserne de pompiers locale. Les pompiers ont surnommé le chien Big Duke et le garçon Little Duke, et le nom est resté. Fait, le surnom est devenu si naturel que les gens ont vite oublié son vrai nom. Au moment où il a obtenu son premier crédit de film 1929, il était simplement connu sous le nom de Duke Morrison. Le lien d'un garçon avec son chien lui avait donné l'identité qui le suivrait dans l'histoire. La vie Californie n'était pas aussi prometteuse que les Morrison l'avaient espéré. La tentative de la famille de gérer un ranch dans le désert de Mojave s'est complètement effondrée, épuisant leurs économies et les laissant presque sans le sou. Marianne a aidé comme il le pouvait, livrant des médicaments pour son père et vendant des journaux au coin des rues. Les difficultés ont laissé une marque profonde, lui enseignant la valeur du travail acharné et la peur de l'insécurité financière. Chunk 2. Ces leçons le pousseraient à se battre pour une carrière à Hollywood avec une détermination implacable. Au début, son rêve n'était pas d'être acteur, mais footballeur. 1925, il avait obtenu une bourse à l'Université de Californie du Sud, jouant comme lineman de 6-4. Mais un après-midi à la plage, alors qu'il faisait du body surf, une vague l'a violemment projeté sur le sable et lui a disloqué l'épaule. Il a essayé de continuer à jouer, mais la blessure a ruiné son jeu et finalement, il a perdu sa bourse. Sans cela, il ne pouvait pas se permettre l'école. Contraint de partir, il est retourné à un emploi d'été au département des accessoires de Fox Film. Une décision qui le mettrait accidentellement sur le chemin de la célébrité. Une connexion improbable a vite tout changé. Tom Mix, déjà l'acteur de cowboy le plus célèbre d'Hollywood, voulait des billets pour les matchs de football de l'USC. Marianne pouvait les obtenir. Et retour, Mix a utilisé son influence pour lui obtenir un emploi de garçon accessoiriste et de figurant occasionnel. C'était un simple échange, mais cela l'a placé à l'intérieur d'un studio qui façonnerait son avenir. Cette petite faveur a connecté deux générations de héros cow-boys, Mix aidant sans le savoir son éventuel successeur. Mais Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts. 1930, il a obtenu le rôle principal dans un film majeur intitulé The Big Trail. Le studio pensait qu'il était le type de pionnier parfait, mais les dirigeants pensaient que son nom, Marion Morrison, ne sonnait pas bien pour un héros. Sans lui demander, ils l'ont renommé John Wayne.
Après avoir rejeté Anthony Wayne, qu'il prétendait sonner trop italien, il n'aimait pas le nom au début, le qualifiant de simple et sans inspiration. Mais il n'avait pas le choix. Cette décision, prise dans un bureau de studio sans son avis, a créé le nom qui deviendrait légendaire. Le film lui-même a été un désastre. Tourné dans un nouveau format écran large que presque aucun cinéma ne pouvait projeter, il a perdu des millions et a lamentablement échoué. Wayne a été abandonné par le studio et qualifié de poison au box-office. Pendant près d'une décennie, il est resté coincé dans des westerns bon marché, connus sous le nom de Poverty Row Films. Il a fait plus de 70 entre 1930 et 1939, souvent pour aussi peu que 75 $ par semaine. Il dormait parfois au studio pour économiser de l'argent et mangeait les restes qu'il pouvait trouver. Dans certains films, comme ceux où il jouait Singing Sandy, sa voix chantée était même doublée parce qu'il ne pouvait pas chanter juste. L'expérience l'a laissé humilié, regardant d'autres acteurs, comme Gary Cooper, accéder à la célébrité, alors qu'il restait coincé dans des rôles oubliables. Lorsque John Ford a décidé de caster John Wayne dans Stagecoach 1939, la plupart des gens à Hollywood ont pensé qu'il avait perdu la tête. Les dirigeants voulaient Gary Cooper, pas un acteur peu connu qui était resté coincé à faire des westerns bon marché sur Poverty Row pendant près d'une décennie. Chunk 3. Même Wayne lui-même n'était pas sûr de mériter le rôle. Lorsque Ford a demandé qui devrait jouer le rôle principal, Wayne a suggéré Lloyd Nolan. Ford l'a regardé et a dit « Diable, Duke, tu ne peux pas le jouer ?» C'était un risque qui ressemblait à un suicide de carrière pour Ford, mais il s'est avéré être l'un des paris les plus intelligents de l'histoire du cinéma. Stagecoach a tout changé pour Wayne. Jusque-là, il gagnait à peine de quoi joindre les deux bouts. Coincé dans des films oubliables dont personne ne se souvenait. Mais Ford savait comment l'utiliser. Il a filmé Wayne d'une manière qui le faisait paraître plus grand que nature, laissant le public se connecter avec sa confiance tranquille et son charme naturel. Du jour au lendemain, Wayne est passé d'un acteur difficulté à la royauté hollywoodienne. Ford lui avait promis que le film ferait de lui une star, et il avait raison. Wayne a continué à dominer le box-office pendant les 25 années. L'année suivante, détenant une place parmi les plus grandes stars plus longtemps que presque tous les autres dans l'histoire du cinéma. Les années de guerre n'ont fait qu'amplifier son image pendant que d'autres hommes se battaient à l'étranger. Wayne est resté chez lui. Classé 4F, raison de vieilles blessures et d'obligations familiales. Pourtant, il a joué le soldat à l'écran dans des films comme Flying Tigers, The Fighting Seabees et They Were Expendable. Les spectateurs se sont rués dans les salles pour le voir combattre les batailles dont ils avaient lu des articles dans les journaux. La contradiction était frappante. Wayne est devenu le héros de guerre préféré du pays sans jamais mettre les pieds sur un champ de bataille. Le succès a fait de lui l'une des stars les plus rentables d'Hollywood. Et lorsqu'il est apparu dans Le jour le plus long, 1962, sa performance a aidé le film à rapporter plus de 50 millions de dollars, l'équivalent moderne de plus d'un demi-milliard. 1950, Wayne a finalement obtenu une nomination aux Oscars pour son rôle de sergent Stryker dans Sands of Iwo Jima. C'était une performance pleine de courage et d'émotion, prouvant qu'il pouvait faire plus que simplement se tenir droit sur sa selle. Les critiques ont été surpris par sa profondeur, et beaucoup pensaient qu'il remporterait l'Oscar. Au lieu de cela, le prix est allé à Broderick Crawford, et le film de Wayne est reparti les mains vides, malgré 4 nominations. La perte l'a hanté pendant des décennies, et certains ont murmuré que ses opinions politiques franches lui avaient coûté la victoire. Ce n'est que 1970, 20 ans plus tard, qu'il a finalement obtenu son Oscar pour True Grit. La vie personnelle de Wayne était tout aussi dramatique que sa carrière. Au début des années 1940, il a eu une liaison scandaleuse avec Marlène Dietrich, l'une des femmes les plus glamour d'Hollywood.
Les deux étaient mariés, mais ils ont continué si ouvertement que c'est devenu ce que les initiés appelaient le secret le moins bien gardé d'Hollywood. Leur relation a même été découverte grâce à la surveillance du FBI, car Dietrich, d'origine allemande, était surveillé pendant la guerre. Chunk 4. Malgré les rumeurs, Wayne a admis plus tard qu'elle était l'une des femmes les plus fascinantes qu'il ait jamais connues. Sa femme, Joséphine Saenz, a particulièrement mal vécu cette liaison. Catholique pratiquante issue d'une famille importante, elle a été dévastée par ses infidélités répétées. Elle a même demandé à des prêtres de venir chez eux et de confronter Wayne à son comportement. Les affrontements se terminaient souvent par le départ de Wayne, furieux de l'ingérence. Leur mariage a finalement pris fin par un divorce, mais Joséphine ne l'a jamais abandonné spirituellement. Elle a prié pour sa conversion chaque jour pendant plus de 30 ans, une prière qui a finalement été exaucée sur son lit de mort lorsque Wayne a embrassé la foi catholique. Il y avait aussi des rumeurs persistantes d'un lien romantique profond entre Wayne et Maureen O'Hara, sa flamboyante co-star rousse dans plusieurs films. Des amis ont affirmé que leur liaison a duré des années, se rencontrant souvent secret au ranch de Wayne, Arizona. O'Hara était forte et indépendante, et beaucoup pensaient qu'elle était la seule femme que Wayne ait vraiment aimée, mais qu'il n'ait jamais épousée. Même son fils a admis qu'elle était la seule femme qui pouvait l'égaler force et esprit. Lorsque Wayne est décédé en 1969, on a dit qu'O'Hara était tombée dans une profonde dépression, pleurant non seulement un collègue, mais quelqu'un qui avait compté bien plus pour elle. À l'écran, Wayne a continué à évoluer. Son rôle dans La Rivière Rouge, 1948, a choqué le public lorsqu'il a joué un baron du bétail dur, souvent cruel, prêt à tuer ceux qui le croisaient. Même John Ford a admis qu'il n'avait pas réalisé que Wayne pouvait jouer à un niveau aussi puissant jusqu'à cette performance. Le film est devenu l'un des westerns les plus célébrés jamais réalisés, salué pour avoir montré Wayne comme plus qu'un héros unidimensionnel. Puis vint La prisonnière du désert, 1956, un film qui a poussé Wayne vers un territoire plus sombre. Tant qu'Ethan Edwards, il a joué un homme raciste amer, consumé par la recherche de sa nièce kidnappée. Le rôle était profondément troublant, montrant Wayne comme un héros dont la haine et l'obsession le rendaient presque aussi dangereux que les ennemis qu'il chassait. Les critiques ont ensuite salué le film pour son honnêteté brute sur le racisme et les racines violentes de l'expansion vers l'ouest de l'Amérique. À l'époque, il était choquant de voir le cow-boy préféré de l'Amérique jouer un personnage aussi troublant, mais cela a prouvé la capacité de Wayne à prendre des risques et à laisser une marque durable dans l'histoire du cinéma. La vie de John Wayne hors écran était loin de l'image héroïque qu'il véhiculait à l'écran. Son monde personnel était mêlé de scandales, de chagrins d'amour et de choix qui entraînent à la fois lui et les femmes les plus proches de lui. Dans les années 1940, il a épousé Esperanza Diaz Ceballos Bauer, une actrice mexicaine frappante connue sous le surnom de Chata. Elle avait autrefois illuminé les films langue espagnole, mais elle portait avec elle un passé dont Hollywood chuchotait. Née dans une famille liée au milieu interlope mexicain, le tempérament fougueux et la consommation excessive d'alcool de Chata ont rapidement transformé leur foyer un champ de bataille. Sa mère a même emménagé avec eux, ajoutant au chaos. Le mariage a duré 8 ans et pendant cette période, les disputes se sont souvent étalées au grand jour. Tout s'est effondré lorsque Wayne a découvert qu'elle avait une liaison avec Nicky Hilton, héritier de la fortune Hilton et premier mari d'Elizabeth Taylor. Chunk 5. Hilton avait séjourné chez eux pendant que Wayne était absent tournage, et ce qui avait commencé comme un acte d'hospitalité s'est transformé trahison. Le divorce qui a suivi est devenu l'un des scandales les plus amers d'Hollywood, laissant Wayne presque ruiné après que Chata soit reparti avec un énorme règlement. Chata n'a jamais échappé à l'ombre de son passé et est décédée d'une crise cardiaque à seulement 40 ans.
même avant que l'encre ne soit sèche sur ses papiers de divorce, Wayne avait déjà commencé à fréquenter Pilar Palette, une belle actrice péruvienne. Leur relation a commencé secret alors qu'il était encore légalement lié à Chata. Lorsque Pilar est tombée enceinte, Wayne a craint les dommages qu'un scandale pourrait causer à son image soigneusement construite de cow-boy moral de l'Amérique. Il a fait pression sur elle pour qu'elle mette fin à sa grossesse, une décision qui allait à l'encontre de leurs deux religions catholiques. L'avortement a dévasté Pilar. Elle est tombée dans une profonde dépression qui l'a suivie pendant une grande partie de leur mariage. La culpabilité combinée à la solitude d'être constamment déracinée pour suivre le travail de Wayne l'a lentement brisée. Son désespoir a atteint un point terrifiant une nuit louisiane lors d'un des tournages de Wayne. Épuisée et incapable de dormir, elle s'est tournée vers des somnifères, prenant bien plus qu'il n'était prudent. La surdose l'a plongée dans des hallucinations si graves qu'elle a perdu sa prise sur la réalité. Dans cet état facette fragile, elle a pris une lame de rasoir et a tenté de mettre fin à ses jours. Des membres de l'équipe l'ont trouvée sans dans sa caravane et l'ont sauvée. Mais l'incident a été un signe brutal de la mesure dans laquelle elle était tombée. Au lieu de se précipiter à ses côtés et de mettre sa carrière suspens, Wayne a choisi de continuer à filmer. Il s'est arrangé pour que des infirmières ramènent Pilar Californie pendant qu'il restait sur place pour terminer le film. Aux yeux du monde extérieur, il était le symbole de la force et des valeurs familiales. Derrière le rideau, c'était un homme qui plaçait son travail au-dessus de tout, même de la vie de sa femme. Ce modèle de travail avant la famille s'est poursuivi tout au long de leurs 19 ans de mariage, laissant Pilar. Les problèmes personnels de Wayne ne sont qu'une partie de son héritage plus sombre. Ses choix professionnels ont également conduit à des tragédies que personne n'aurait pu imaginer. Lorsqu'il a insisté pour jouer Genghis Khan dans le film Le Conquérant, le casting était déjà considéré comme un désastre. Son accent américain et ses manières de cow-boy ont rendu la performance presque risible. Mais la véritable horreur résidait dans le lieu où le film a été tourné. L'équipe a passé des mois à travailler dans le désert de l'Utah, non loin du site d'essai du Nevada, où le gouvernement américain avait effectué des essais massifs de bombes nucléaires. À l'époque, les responsables leur ont assuré que la Terre était sûre. Ce n'était pas le cas. Le sol et l'air étaient saturés de retombées radioactives. Chunk 6. Un jour, quelqu'un a apporté un compteur Geiger sur le plateau. Lorsque Wayne l'a soulevé, la machine a crépité violemment, un son qui signifiait que les niveaux de radiation étaient dangereusement élevés. Les acteurs et l'équipe n'ont pas compris le danger et le tournage a continué. Pour aggraver les choses, le producteur Howard Hughes a fait transporter des tonnes de sable contaminé dans les studios hollywoodiens pour les scènes intérieures. Cette décision a exposé encore plus de personnes longtemps après la fin du tournage dans l'Utah. Le prix de cette erreur a été dévastateur. Sur les 220 personnes impliquées dans la production, près de la moitié développeront un cancer. Parmi eux, John Wayne lui-même, décédé d'un cancer de l'estomac, et Susan Hayward, qui a souffert de plusieurs cancers avant de mourir à 56 ans. Le réalisateur Dick Powell, Agnes Moorehead, Pedro Armendariz et Lee Van Cleef figuraient également parmi les nombreuses victimes. Même les enfants de Wayne, qui avaient visité le plateau, ont ensuite été confrontés à de graves problèmes de santé. L'image de John Wayne, tant que symbole du patriotisme américain, a toujours véhiculé une ombre que de nombreux fans ne voulaient pas affronter. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, décembre 1941, Wayne avait 34 ans et était déjà père de 4 enfants. Il a reçu un report 3A, ce qui signifiait qu'il n'avait pas à servir raison de la dépendance familiale. Au début, cela semblait raisonnable. Mais la controverse s'est accrue lorsque son statut a été changé 1A, ce qui signifiait qu'il était maintenant éligible à la conscription. Et il n'est toujours jamais parti. Peu de temps après, il a été changé à nouveau 2A, ce qui signifiait qu'il était considéré comme plus précieux pour l'intérêt national
tant que star hollywoodienne que tant que soldat. Les anciens combattants qui ont quitté leur famille et leurs emplois pour se battre à l'étranger ont considéré cela comme injuste. La colère n'a fait que s'intensifier parce que Wayne jouait dans des films de guerre, même temps, incarnant le genre de héros qu'il refusait d'être dans la vraie vie. Coulisses, Republic Pictures s'est assuré que Wayne restait loin du champ de bataille. Son président, Herbert J. Yates, a dit à Wayne termes clairs que s'il essayait de s'enrôler, le studio le poursuivrait de justice. Lorsque le statut de Wayne a été changé 1943, Republic Pictures a même fait pression sur le Selective Service Board pour le protéger. Yates a affirmé que Wayne était leur seul acteur de premier plan sous contrat et que le perdre ruinerait leur production de guerre. Selon les documents, Wayne a été averti que rejoindre l'armée ruinerait sa carrière et ses finances. Les menaces ont fonctionné. Pendant que d'autres acteurs risquaient leur vie, Wayne est resté à Hollywood à faire des films comme Flying Tigers 1942 et The Fighting Seabees 1954. Pour de nombreux Américains, cela a fait de lui un symbole de l'hypocrisie d'Hollywood pendant la guerre. La situation est devenue encore plus pénible pour Wayne lorsqu'il a tenté de rejoindre l'unité photographique navale du réalisateur John Ford dans l'Office of Strategic Services. Il a écrit plusieurs lettres à Ford, le suppliant presque d'être inclus. Dans une lettre, il a demandé si Ford pouvait le faire entrer dans les Marines ou dans son unité de l'OSS, ajoutant « Non, je ne suis pas ivre. » Chunk 7. Je déteste juste demander des faveurs, mais pour l'amour du Christ, tu peux suggérer, n'est-ce pas, ça? Ford n'a jamais répondu. Son silence a été dévastateur, d'autant plus que l'unité était dangereuse et avait déjà perdu 12 hommes. Ford, lui-même ayant été grièvement blessé, ajoutant l'insulte à la blessure, Wayne a fait remplir une demande de 24 pages à l'OSS 1943 et a été approuvée. Mais la lettre d'acceptation a été envoyée par erreur à son ex-femme, qui ne la lui a jamais transmise. Certains disent que cette erreur l'a privé de la rédemption, mais les critiques soutiennent qu'il aurait pu faire plus d'efforts. Ford s'est ensuite moqué de lui sur les plateaux de tournage, lui rappelant qu'il s'était enrichi pendant que d'autres mouraient. Le poids de ne pas avoir servi n'a jamais quitté Wayne. Sa veuve, Pilar, a dit plus tard qu'il avait construit son image de super patriote pour compenser le fait d'être resté chez lui. Des amis ont admis que cet échec l'a hanté toute sa vie. Sur les plateaux de tournage, lorsque des réalisateurs comme Ford le taquinaient à ce sujet, Wayne partait trombe, furieux. Pendant sa tournée de Lusso dans le Pacifique Sud 1943 et 1944, les troupes aguerries l'ont accueilli avec indifférence et certains ont manifesté un mépris discret. L'historien William Manchester a écrit que les soldats ont vu à travers son personnage à l'écran et lui ont accordé peu de respect. L'écrivain Gary Wills a décrit plus tard le patriotisme excessif de Wayne comme une tentative évidente de cacher sa culpabilité. Les critiques sont devenues plus acerbes, raison du contraste évident avec Jimmy Stewart. Pendant que Wayne jouait dans des films de guerre, Stewart pilotait de dangereuses missions de bombardement B-24 au-dessus de Berlin, Brême, Francfort, Brunswick et Schweinfurt. Il a effectué 20 missions de combat, dont la direction d'un raid de 1000 avions sur Berlin. Stewart a obtenu 2 Distinguished Flying Crosses avec grappes de feuilles de chêne, une Air Medal avec 3 grappes de feuilles de chêne et la Croix de guerre française avec palme. Il était même sous-poids au début, mais s'est entraîné jusqu'à ce qu'il soit qualifié. Après la guerre, Stewart a continué à servir dans la réserve de l'Air Force, atteignant finalement le grade de général de brigade 1959. À 58 ans, il a même volé tant qu'observateur lors d'une mission de bombardement B-52 pendant la guerre du Vietnam. Son service militaire a duré 27 ans, 2 mois et 9 jours, et il a reçu la médaille par la présidentielle de la liberté. Face à un tel héroïsme réel, l'image hollywoodienne de Wayne semblait creuse. 1970, Wayne a finalement remporté son premier et unique Oscar pour True Grit à l'âge de 62 ans. Le rôle de Rooster Cogburn,
un US Marshal borgne et buveur, est devenu le point culminant de sa longue carrière. Lors de la cérémonie, Barbara Stanwyck lui a remis le prix, alors qu'il était compétition contre Peter O'Toole, Dustin Hoffman et Richard Burton. Dans son discours d'acceptation, Wayne a noté avec ironie qu'il avait souvent accepté des Oscars pour ses amis, dont John Ford et Gary Cooper, mais jamais pour lui-même avant cette nuit-là. Le film a été un succès majeur et a ensuite inspiré un remake célébré 2010. 6 ans plus tôt, 1964, Wayne avait fait face à sa plus grande bataille personnelle lorsque les médecins ont retiré tout son poumon gauche et 2 côtes après lui avoir diagnostiqué un cancer. Il fumait 5 à 6 paquets de cigarettes par jour, environ 100 à 120 cigarettes par jour, et l'opération était considérée comme un risque énorme. Il a passé plus d'une semaine soins intensifs avant de finalement se rétablir. Contrairement à de nombreuses stars de l'époque, Wayne a ouvertement admis sa maladie, l'appelant le Grand C, et a encouragé les Américains à se faire des bilans préventifs. Chunk, 8, il a été déclaré guéri du cancer. 5 ans plus tard, mais il n'a jamais arrêté de fumer. 1969, il combattait un cancer de l'estomac qui a finalement coûté sa vie le 11 juin de cette année-là. Son projet passionnel, Alamo, sorti 1960, l'a presque ruiné financièrement. Ce qui avait commencé comme une production de 3 à 4 millions de dollars a explosé à 12 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 120 millions de dollars aujourd'hui. Wayne a investi 1,5 million de dollars de son propre argent dans le film, contractant des deuxièmes hypothèques et mettant même ses véhicules garantis. Il a passé 15 ans à y travailler, insistant pour construire une réplique complète de la mission Alamo au Texas. Sa fille, Aissa, a dit plus tard que le film était sa façon de prouver son patriotisme après avoir évité le service pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film a obtenu 7 nominations aux Oscars et a remporté le prix du meilleur son, mais le coût énorme l'a empêché d'être rentable. Wayne a perdu tout son investissement, le laissant endetté pendant des années. Juste au moment où sa carrière semblait assurée, Wayne a déclenché une autre tempête avec son interview de 1971 à Playboy. Dans celle-ci, il a déclaré « Je crois la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués au point d'assumer leurs responsabilités. Je ne crois pas qu'il faille donner l'autorité et des postes de direction et de jugement à des personnes irresponsables. » Il est allé plus loin, disant que les Amérindiens avaient été égoïstes, essayant de garder leurs terres, et il a rejeté des films comme Easy Rider comme pervers. La réaction a été immédiate et durable. Des décennies plus tard, 2016, l'Assemblée de l'État de Californie a voté contre la création d'une journée John Wayne et des organisations comme la NAACP et le Parti démocrate du comté d'Orange ont appelé à retirer son nom de l'aéroport du comté d'Orange. Son fils a ensuite tenté de défendre les commentaires, disant qu'ils avaient été sortis de leur contexte, mais les dommages étaient permanents. Pat Stacey n'avait jamais imaginé que le fait d'accepter un emploi de secrétaire 1972 changerait sa vie à jamais. C'était une femme divorcée dans la trentaine lorsqu'elle est entrée dans le monde de John Wayne, qui était déjà une légende hollywoodienne de 65 ans. Au début, ce n'était qu'un travail de remplacement après le départ à la retraite de la secrétaire de longue date de Wayne. Mais pendant le tournage de McHugh à Seattle, l'année suivante, quelque chose d'inattendu s'est produit. Leur relation de travail s'est lentement transformée une romance. L'écart d'âge de 30 ans a choqué beaucoup. Pourtant, Pat a donné à Wayne quelque chose qui lui manquait malgré 3 mariages et d'innombrables liaisons, un sentiment de paix et de dévotion constante. Il l'a décrit plus tard comme affectueux et doux, des mots que peu de gens auraient attendus d'un homme qui jouait le cow-boy le plus dur d'Hollywood. Leur lien s'est renforcé lors du tournage de Brannigan à Londres. Et bien que la santé de Wayne ait commencé à décliner, Pat ne l'a jamais quitté. Lorsqu'il est décédé 1969, il lui a laissé 30 000 $ dans son testament,
bien plus que ce qu'il a laissé à son ancienne secrétaire, un signe de la profondeur de son attachement pour elle. Le dernier film de Wayne, The Shootist, a tracé un parallèle saisissant avec sa vraie vie. À 68 ans, il a joué John Bernard Books, un vieux tireur qui apprend qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Le rôle était prophétique. À l'époque, Wayne n'était pas phase terminale, mais à peine 3 ans plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Chunk 9. Son opération pulmonaire antérieure avait déjà affecté sa santé, et le tournage à la haute altitude de Carson City l'a laissé peinant à respirer. Il s'est forcé à exécuter lui-même ses propres cascades de toute façon, y compris tombant lourdement sur le sol encore et encore. Il s'est même battu pour changer le scénario lorsque le réalisateur voulait que son personnage soit abattu dans le dos, disant qu'il n'avait jamais fait cela dans aucun film et qu'il n'allait pas commencer. Le film est devenu son adieu à l'écran et peu de temps après, la vie a rattrapé l'art de la manière la plus douloureuse. Au fur et à mesure que sa maladie progressait, Wayne a commencé à changer d'une manière qui a surpris tous ceux qui l'entouraient. Pat Stacey, qui l'a aimé pendant ces années difficiles, a admis plus tard que la maladie l'avait transformé en un homme moins aimant et souvent prompt à la colère. La figure calme et charmante que le public adorait laissait parfois place à des accès de colère soudains qui choquaient ses amis et sa famille. Elle a dit qu'il ne supportait pas de sentir le monde lui échapper, alors il se prenait aux personnes qui se souciaient le plus de lui. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la frustration, c'était une transformation déchirante de son esprit même. Dans l'un des moments les plus sombres, Wayne a demandé à Pat de l'aider à mettre fin à ses jours. Au centre médical de l'UCLA, souffrant terriblement, il l'a regardée et lui a demandé son revolver Smith & Wesson, disant qu'il voulait finir lui-même. La demande lui a brisé le cœur. Elle a refusé, tout comme son fils, Patrick. C'était un signe de la façon dont sa souffrance était devenue insupportable et de la façon dont l'image forte et inébranlable qu'il avait construite à l'écran avait été détruite par la réalité de sa maladie. Même les petites luttes quotidiennes sont devenues des batailles. Pat a décrit des moments où Wayne essayait de manger quelque chose d'aussi simple que des céréales Grape Nuts seulement pour jeter la boîte à travers la pièce de colère lorsque son corps l'a rejeté. Le pudding au tapioca. Choisi pour sa douceur, a fini sur le sol de l'hôpital après une autre tentative ratée. Ces scènes étaient des rappels douloureux que l'homme qui semblait autrefois imparable était dépouillé de sa dignité, incapable de contrôler même la partie la plus élémentaire de la vie. Pat savait que sa rage venait autant de la peur que de la frustration, et elle a regardé impuissante chaque jour le rendre plus fragile. Pourtant, même dans ces derniers jours, il y a eu des moments de tendresse. 2 jours avant sa mort, Wayne a surpris tout le monde se convertissant finalement à la foi catholique. Pendant des années, il avait plaisanté, disant qu'il le ferait à la fin, s'appelant lui-même un catholique cardiaque. Enfin, avec l'aide d'un archevêque local, il a embrassé l'Église qu'il avait longtemps tardé à rejoindre. Sa famille a partagé plus tard qu'il regrettait de ne pas l'avoir fait plus tôt, disant que la vie avait toujours été trop occupée. Quand la fin est finalement arrivée, le 11 juin 1969, il était entouré de sa famille. Pat s'est penché et lui a demandé s'il savait qui elle était. Avec des yeux clairs et une voix ferme, il a dit « Bien sûr, je sais qui tu es. Tu es ma fille. » Chunk 10. Je t'aime. Ce seraient ses derniers mots. Quelques heures plus tard, il s'est endormi d'un sommeil dont il ne se réveillerait pas, et le monde a perdu l'une de ses stars les plus emblématiques. 4 ans plus tard, Pat a publié ses mémoires, Duke, une histoire d'amour. Le livre révélait des détails intimes des dernières années de Wayne, de ses luttes contre la maladie aux troubles émotionnels qu'il essayait de cacher au public. Certains l'ont critiqué pour être trop brutal, mais les lecteurs ont été attirés par l'honnêteté brute de son récit.
Elle a confirmé les rumeurs sur ses liaisons, sa douleur et même l'affirmation controversée selon laquelle le tournage du Conquérant près de sites radioactifs avait joué un rôle dans sa maladie. Les mémoires ont brossé le portrait d'un homme qui était loin du héros intouchable que les fans avaient imaginé, mais elles ont également montré la profondeur de son humanité. De sa souffrance est né un héritage qui continue d'aider les autres. 1941, le John Wayne Cancer Institute a été fondé, portant son nom dans la lutte contre la maladie qui a coûté sa vie. L'Institut a réalisé des progrès révolutionnaires, formant des médecins, publiant des recherches et développant de nouveaux traitements qui ont sauvé des vies dans le monde entier. Ce qui a commencé comme un hommage à une star déchue est devenu une force d'espoir et de guérison, garantissant que la dernière bataille de Wayne n'ait pas été vaine.